Good morning, everyone, and welcome to this panel, The Power of Companies to Change Their Bonjour à Territories. tous et nous allons parler de la puissance des entreprises pour changer leur territoire. Nous avons le plaisir, j'ai le plaisir de présider ce panel d'experts. Je vais vous parler dans quelques minutes de qui est ici. Nous avons décidé d'avoir un dialogue sur cette problématique qui va amener peut-être du débat et on veut le faire avec une perspective très ouverte et sur différents territoires, différents bagages culturels et grâce à vous, avec le contexte et l'environnement dont vous venez. Est-ce que je peux avoir peut-être mon PowerPoint? Donc nous avons invité un groupe d'experts. Les gens qui aujourd'hui gèrent le panel est totalement impliqué dans la réalité, la relation entre les entreprises et les territoires. Ils travaillent, leur travail est totalement en lien avec la compréhension et la réflexion sur cette relation. Donc nous allons pouvoir ainsi avoir des réflexions très profondes sur leurs activités quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons écouter professeur Frank Winkler, qui vient de l'université hollandaise de Groningen, qui va donner un cadre à notre conversation, à notre dialogue. Et nous aurons deux cas d'études, dont l'un d'eux vient de Colombie, de Maria Trucco, qui vient de la Fondation Surtegas de Cartagena de Indias, dans les Caraïbes colombiennes. Ensuite, on va écouter, voir une vidéo de Madame Proaño, qui vient de la Fondation Futuro de l'Équateur. Et malheureusement, du fait de la critique de la situation, son avion n'a pas pu décoller. Donc nous allons pouvoir écouter son témoignage malgré tout. Ensuite, nous aurons la perspective du secteur public et c'est un honneur d'avoir avec nous aujourd'hui le président de l'agence de la gestion de l'énergie en France, Monsieur Leroy. Donc, comme je n'ai parlé tout à l'heure, nous allons donner un cadre à cette... nous allons faire ça de façon, on va dire, inverse par rapport à d'habitude. Pensez que nous avons la chance de réfléchir peut-être sur le fait que les territoires changent également et influencent les entreprises. Donc la question et notre invitation pour aujourd'hui, c'est de réfléchir sur comment les entreprises peuvent changer les territoires et comment les territoires peuvent impacter les entreprises. Et on voulait mettre des filtres ici, comprendre cette problématique en réfléchissant, comme je l'ai dit, à différents contextes géographiques. Peut-être que la réponse va varier. Si on comprend et on essaie de réfléchir à cette relation des différents contextes et différents scénarios. Et ensuite, nous allons également réfléchir à cette problématique en considérant le rôle de l'État et quelles sont les responsabilités partagées entre les entreprises, les communautés, le secteur public. Et enfin, troisièmement, nous allons également pouvoir réfléchir sur les territoires sur lesquels il y a une opposition ou des groupes opposés au secteur marchand. Donc, je vais laisser cette petite introduction pour donner la parole au professeur Frank Winkler.
qui est professeur de géographie culturelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Il est directeur des études et bienvenue au professeur Van Klee. Est-ce que je peux avoir ma présentation? Alors, est-ce que je peux avoir mon PowerPoint, s'il vous plaît? Donc, hier, nous avons un super discours inspirationnel. Et l'idée, c'était de casser les règles, pardon. Mais aller à l'encontre des règles, quand on est universitaire, ça va peut-être limiter nos choix, mais ce n'est pas une bonne idée en termes des problématiques sur la façon de faire fonctionner nos entreprises et les relations avec les communautés. Dans une situation entre l'entreprise et les communautés, enfreindre les lois, ça veut tout simplement dire conflit et corruption. Donc les règles ne sont pas forcément les bonnes non plus. C'est pas toujours efficace, pas toujours connu, elles ne fonctionnent pas toujours et elles ne sont pas respectées et très rarement mises en place de façon efficace. Donc beaucoup de problèmes qui se rajoutent. Autre problématique, il y a beaucoup de règles. Il y a des règles nationales du pays hôte, du pays d'origine. Il y a différentes normes internationales, des normes d'entreprise. Il y a des règles ou des conseils au niveau des auspices sous lesquels fonctionnent les entreprises, les institutions financières qui financent les projets. Ils ont des règles particulières. Et un autre ensemble de règles, c'est ce que les ONG parlent de ce que les communautés locales attendent en termes d'avoir un permis qu'on appelle un permis d'opérer, l'acceptabilité d'un projet en fonction de sa relation avec les communautés locales. Donc voici quelques-unes des normes internationales qui existent. Beaucoup d'entre elles, malgré le grand nombre de normes qui existent, elles disent plus ou moins les mêmes choses. Peut-être les plus importants, c'est les guides, les principes fondateurs de 2011 des Nations Unies. Comment est-ce qu'on comprend le rôle des entreprises et qui donne les fondations pour pouvoir tenir les entreprises responsables dans leur interaction avec les communautés locales. La Banque mondiale, pendant longtemps, a eu ces normes sociales qui ont été parfois prises comme modèle et qui ont été remplacées récemment par le cadre environnemental et social. Mais bien sûr, si on stricto sensu, ça ne s'applique qu'aux projets financés par la Banque mondiale. Mais des entreprises, les entreprises privées qui sont sous l'auspice de la Banque mondiale, et les règles sociales sont plus importantes puisque ces normes ont été signées par le principe de l'Équateur, l'Equator Principles, qui donne le cadre de toute l'industrie, tout le secteur financier. Donc, chaque fois qu'il y a un projet à de l'entreprise, même quand ça vient de banques du secteur privé, les principes d'Équateur s'appliquent, ce qui veut dire que je dois avoir des normes de performance. Donc, c'est également l'action par défaut que la plupart des entreprises, des consultants utilisent et la plupart des grandes entreprises acceptent comme raisonnable. Et de plus, les ONG acceptent cela comme étant raisonnable également. Donc la façon dont on pense que les entreprises doivent se comporter et gérer leur impact et leur relation avec les communautés, donc tout cela est plus ou moins bien établi.
Néanmoins, si on regarde beaucoup d'endroits dans le monde, que ce soit les mines dans l'Amérique du Sud, même l'extraction du gaz à Groningen, aux Pays-Bas, ou les barrages en Géorgie, ou le développement en Ouganda, tous les projets dans beaucoup d'endroits du monde, on ne voit pas vraiment des communautés très contentes. On voit des communautés qui se battent pour leurs droits, de protéger leurs moyens de subsistance, leur culture et leur habitude de vie. C'est une contradiction. Or, pourquoi? En fait, même pour des projets qu'on espérait qui sont des bons projets, de l'éolien, du solaire, créent une certaine résistance et des manifestations et créent beaucoup d'impact social. Le déplacement des communautés et la destruction de leurs moyens de subsistance, de leur culture, est typique, est une caractéristique de beaucoup de projets. Et dans beaucoup de projets, c'est que ça crée des divisions entre les communautés, des gens qui en bénéficient et d'autres qui n'en bénéficient pas. Le développement économique, la plupart du temps, ça veut dire qu'il y a une inflation locale. Donc, tous les projets créent des formes de dommages économiques ou sociaux. Donc, ils doivent être considérés et bien gérés. En fait, nous avons entendu des super histoires sur les projets RED. Même les projets RED sont souvent font l'objet de contestations des gens en disant que les gens prennent leurs terres et les détruisent leurs moyens de subsistance. Avec l'un de mes étudiants en doctorat, nous avons étudié les manifestations et nous avons identifié plus de 200 façons dont les communautés se battent ou font des manifestations contre les projets. Et c'est très important. Les communautés peuvent résister à ça, mais on voulait créer une sensibilisation que les entreprises ne devraient pas être là au départ. Beaucoup de manifestations n'ont pas de précurseurs. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de précurseurs. Et si les entreprises écoutaient, elles ne seraient pas dans la situation à se trouver face à des grosses manifestations. Les projets sont très lourdement impactés. Les entreprises sont bien impactées par les manifestations, par exemple en termes de coûts. Toutes les manifestations se traduisent en coûts pour les entreprises. Et ça veut dire qu'il y a vraiment, pour beaucoup d'entreprises, cela a une justification économique de les prendre en compte. Donc c'est assez tentant parfois pour les gens dans les entreprises de brosser du revers de la main les manifestations, une manifestation du fait qu'on ne veut pas de ça chez nous. Et beaucoup d'attention est portée sur la division des gens. Donc, ils ne veulent pas ça chez eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est défendre leurs propres intérêts et devraient avoir une vue plus large. Et bien souvent, les employés, les collaborateurs, du fait que de cette attitude, pas chez moi, ils n'ont pas vraiment besoin de s'en inquiéter. Et je pense que ce n'est pas la bonne façon de gérer les communautés. Ce serait beaucoup plus efficace de penser comment est-ce qu'on peut avoir un type de réaction et avoir une réaction qui est « oui, faites ça chez moi, oui, je veux bien ça chez moi ». Donc, comment est-ce qu'on part de « pas chez moi » à « oui, je veux bien ça chez moi ». Évidemment, les entreprises, comme les management say, toutes les organisations doivent écouter leurs parties prenantes. Mais en fait, il faut faire beaucoup plus que ça. En passant d'une réaction négative à positive, il faut traiter les communautés avec respect, mettre en place un processus d'engagement de la communauté efficace et authentique, démontrer les valeurs sociales du projet. Il faut qu'il y ait vraiment une valeur pour le projet dans la communauté locale. Ce n'est pas juste une histoire d'argent.
Il faut qu'il y ait des bénéfices, des avantages pour la communauté qui compensent les dommages faits. Il faut qu'il y ait un flux de bénéfices d'avantages pour que ça fonctionne. L'entreprise doit s'engager dans la gestion du social pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages sociaux. Pour faire ça, il faut avoir des travailleurs sociaux bien formés et en nombre suffisant pour interagir avec la communauté. Les entreprises doivent être justes et travailler de bonne foi. Les entreprises doivent donner la responsabilité dans la communauté pour se développer elles-mêmes. Elles doivent faire partie de la communauté, s'investir dans la communauté et assurer la responsabilité et la transparence et s'assurer qu'il y a un soutien de la communauté locale à leur projet avant, pendant et après le projet. Donc, tout ça, c'est le concept de la valeur partagée. Business pour le business pur n'est plus la norme. Il faut donner une valeur partagée avec la communauté. Et il y a toute une philosophie sur le sens et comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Un élément clé de la valeur partagée, c'est de pouvoir fournir des avantages. Donc, c'est le partage des avantages, des bénéfices. Et ça fonctionne selon deux formes. Donc, il y a une forme financière et une forme non financière. Beaucoup des formes non financières, on en a parlé beaucoup dans cette conférence déjà. Des choses sont assez évidentes. Par exemple, ça doit créer des emplois pour la communauté locale. Mais les contenus locaux et les achats locaux apporteraient davantage. Les entreprises peuvent amener du mentoring, de la formation et d'autres moyens de soutien pour s'assurer que la communauté locale puisse candidater aux emplois ou aux contrats de services pour le projet. L'infrastructure du projet peut être modifiée pour apporter des bénéfices à la communauté locale. Plutôt d'avoir une entreprise, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'aéroport qui est créé ouvert à la communauté? Plutôt que d'avoir un pont qui va uniquement bénéficier à l'entreprise, pourquoi est-ce que le pont ne pourrait pas être utilisé par la communauté locale également? Pour le matériel du projet pourrait être également utile pour la communauté locale. Et bien souvent, le matériel qui est utilisé n'est même pas disponible pour les mairies locales. Donc, ça pourrait vraiment être une énorme contribution à la communauté locale. Donc, beaucoup d'initiatives citoyennes de bons voisins pourraient également mises en place. L'entreprise devrait participer à tous les programmes de développement en travaillant avec les autorités locales pour contribuer au développement de la région et fournir davantage des meilleurs services comme la santé, l'éducation, etc. Là, ça, c'était le plus facile. Si on parlait maintenant d'un partenariat avec les communautés, les partenariats réels, c'est d'avoir des partages financiers. Dire que peut-être qu'on devrait apporter une partie, un intéressement aux bénéfices de l'entreprise du projet, peut-être avoir un fonds de développement et le partage du capital, ou alors de payer un impôt aux autorités locales, ou alors avoir une fourniture de services à taux réduit. Pourquoi ne pas proposer d'avoir une propriété partagée? Donc, ce sont des sujets de débat, bien sûr. C'est complexe à mettre en place. Donc, je pense que chacun pourrait être l'objet d'une thèse en eux-mêmes, mais je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les territoires, tout ça? La valeur partagée veut dire que les entreprises s'attendent à contribuer aux communautés, pas uniquement là pour prendre les ressources, mais pour apporter un bénéfice, un avantage qui va au-delà de la vie du projet.
Toutes les normes internationales demandent à ce que les entreprises contribuent de façon positive aux communautés locales. Et l'intéressement aux bénéfices est partagé par toutes les entreprises, les communautés et les ONG. Donc, les entreprises doivent respecter les règles, ne pas usurper le rôle du gouvernement. Ce n'est pas le rôle des entreprises de faire des choses que le gouvernement devrait fournir. Donc, il faut qu'il y ait une négociation très particulière, très précautionneuse pour que ça se passe bien. Tous les projets qui sont initiés, les projets de restauration et les développements de la communauté, la soutenabilité ou la durabilité du projet doit être pris en compte de façon très précautionneuse. Il y a beaucoup de recherches sur la façon de faire ça. Des partenariats effectifs, c'est ce dont on a besoin. Donc, en tout cas, beaucoup de choses, beaucoup d'objets de réflexion. Merci beaucoup, professeur Wankler, pour cette introduction très inspirante. Et maintenant, je voulais vous dire que nous avons mis en place un concours. Nous avons reçu 20 projets d'Amérique latine et je vais vous présenter tout d'abord Claudia Trucco, qui est directrice de la Fondation Surtigas en Colombie. Maria Claudia, vous avez la parole. J'aimerais tout d'abord remercier cette super opportunité de partager ces projets avec vous. Donc, donner le pouvoir aux jeunes sur les territoires, c'est le but de créer des plateformes de discussion, de dialogue et de décision et créer de nouvelles histoires sur les territoires. Donc, je représente l'entreprise Surtigas, qui est la plus grosse entreprise de distribution du gaz du nord de la Colombie, avec 755 000 clients dans 177 villes. Le process que je vais partager avec vous a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de renforcer les compétences de leadership pour le contrat social et la participation et le rôle des jeunes qui sont des sujets de droit. On va parler de droit. Développer avec les jeunes un ordre du jour avec différents acteurs pour qu'on puisse booster tous les programmes qu'ont les jeunes dans des scénarios d'advocacy. Également de créer des plateformes dans des situations et de générer l'interaction sociale en boostant les organisations de base avec des conseils locaux dans nos pays pour renforcer la démocratie. Pour vous donner le contexte, nous avons 45 millions d'habitants, 12 millions de jeunes entre l'âge de 18 et 30 ans, et uniquement 1 à 2 % de ces jeunes votent ou participent dans l'activité démocratique. Donc, le contexte, c'est que Surtigas est une entreprise colombienne sur un territoire, et on va être là à jamais, si tout va bien, et on travaille comme entreprise qui se sent une co-responsabilité sur le territoire. C'est pour ça que nous avons un programme d'investissement privé social via une fondation, au-delà de toutes les actions durables qu'on mène. On travaille avec les jeunes pour réduire la fracture entre le monde rural et le monde urbain. Essayer de travailler sur leurs droits fondamentaux. Ils ont commencé à Cordoba avec, en 2013. En 2013, on était dans un autre département et on a travaillé sur le renforcement de leur capacité de l'organisation des jeunes et également dans la communication pour le changement social et l'appropriation du dialogue et de l'espace pour que les jeunes soient là, qu'on puisse entendre leur voix.
et également du travail collaboratif. En 2016, la Colombie a signé un accord qui a changé le scénario, les territoires. Donc nous avons analysé ce qui s'est passé. Nous avons découvert que toutes les minorités étaient consultées, mais il n'y avait aucun rôle pour les jeunes, qui étaient en fait les victimes de la guerre. Et aujourd'hui, il fallait qu'ils aillent dans les territoires où ils avaient de nouvelles opportunités sur les territoires. Donc avec ce grand groupe, cet énorme groupe de jeunes, nous avons décidé de prendre ces stratégies, de l'amener à un niveau régional. Et ils ont fait ces propositions et cet ordre du jour qui a pris en compte leurs perspectives sur la façon dont ils pouvaient contribuer à la construction de la paix sur les territoires. Et dans la Constitution colombienne, nous avons 200 scénarios de participation dans la démocratie. Et le traité de paix a ajouté 80 de plus. Donc vous imaginez la confusion, comment participer dans tout ça. Nous avons donc décidé de choisir un, qui est le plan de développement du territoire et l'approche du territoire. La Colombie a décidé que 16 régions dans lesquelles la pauvreté, la violence et le crime et l'absence de l'État étaient critiques. Donc, les jeunes ont été au PEDET et ont participé et ont réussi à faire venir d'autres jeunes de ces territoires pour participer à ce scénario où le gouvernement, que le gouvernement a jugé très important. Et nous avons 4 de ces projets et nous travaillons dans 2 d'entre eux. Donc, après avoir commencé à changer la communication, ça veut dire qu'il faut changer tout le temps, très rapidement, à ce qui se passe. Donc, nous avons voulu améliorer l'incidence politique, le réseau, le contrôle social et la culture de la citoyenneté. Là, on a voulu aller très loin. Et aujourd'hui, les jeunes sur notre territoire travaillent pour la paix sur le territoire et surtout dans la réconciliation et le renforcement institutionnel. Qui a participé? Je dirais les jeunes dans les différentes organisations. Il y en a qui y étaient, il y en a d'autres où on a aidé à créer cela avec des organisations internationales, les gouvernements locaux, les maires, les gouvernants et une société. Nous sommes la seule société qui participe. Pour la plupart des entreprises, ils ont l'impression que la sécurité n'y est pas. Et c'est là aussi que les scénarios sont très importants. On peut apporter beaucoup de changements. La méthodologie, nous avons une approche à long terme avec des partenaires. Comment on peut établir des priorités dans les problèmes, comment on peut résoudre ces problèmes, renforcement de la base sociale des jeunes par la formation dans la citoyenneté, l'entrepreneuriat et la communication. Ces groupes ont beaucoup de caractéristiques de mouvement, donc il était important qu'ils sachent comment se faire entendre dans ces espaces. Et aussi la création de dialogues d'incidence, des dialogues avec les candidats de tous les partis des villes. À la fin de ce mois, nous allons avoir des élections et ce groupe de jeunes a pu se présenter parmi les candidats pour donner leur perspective. Et c'est un signal qui permettra d'inclure la perspective de la jeunesse dans la politique du pays. Également, il y a des associations de jeunes où on a des échanges, des conférences, des réunions, et cela permet d'améliorer les agendas des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de régions où il n'y avait pas d'agenda pour les jeunes. Et puis, nous avons toujours été conscients et nous sommes connus dans la communauté pour apporter notre appui à ces idées dans toutes les initiatives qu'ils prennent.
Nous avons pour l'instant eu une très bonne participation, 4000 personnes qui travaillent sur 12 plateformes. Il y a un mouvement des jeunes qui permet de s'imposer à la démocratie. Nous les aidons. Le réseau est très important et aujourd'hui, nous avons 2 grands réseaux. L'un pour chaque département. Le département a plusieurs villes et ils ont créé 12 agendas locaux, un agenda régional. Nous avons 22 dialogues avec les politiciens et nous avons créé un capital social. Nous avons 2 entrepreneuriats sociaux. Aujourd'hui, ils sont conformes et ils travaillent pour nous. Et ça peut se répéter ailleurs parce que le cycle de la jeunesse est très court. Donc, il faut toujours recommencer avec des nouvelles populations. Et heureusement, en tant qu'adultes, ils participeront encore. Et puis, il y a une incidence politique dans cette organisation. Nous avons une approche de développement territorial et ils travaillent et ils sont reconnus comme des jeunes dans ce domaine. Ils sont reconnus comme des citoyens. Ça les aide à savoir exactement qui ils sont. Il y a également un contrôle social qu'ils mènent. Par exemple, devant les procureurs de la République, ils peuvent se renseigner et ils peuvent faire une sorte de contrôle citoyen. Et nous avons toutes les approches territoriales qui couvrent d'autres agendas sur le territoire. Mais pourquoi ceci est très important du point de vue de la stratégie de notre entreprise? D'abord, il faut maintenir un dialogue avec la presse et avec les communautés. Ça nous aide à empêcher les risques, les identifier. Et ça nous permet également d'aligner l'entreprise aux agendas territoriaux. Et nous avons également identifié et nous avons relayé les décisions qui sont prises sur le territoire. Nous faisons également la promotion de nouvelles sortes de leaders parce qu'il est important de nous faire entendre à différents niveaux dans le territoire. Vous avez des communautés où il n'y a qu'une voix et ils ne sont pas toujours représentants de l'ensemble de la population. Il y a des relations à long terme et étroites et ça, c'est très, très bon pour la continuité de l'entreprise. Ils savent qu'ils sont et nous contribuons également à la création des conditions de la démocratie. Nous voulons que les gens votent en étant bien informés et nous voulons souligner le mot « libre » parce qu'en condition de pauvreté ou de violence, on ne peut pas prendre des décisions. Donc, on les aide à comprendre quel est leur pouvoir. On a des contacts avec les institutions publiques et on les aide à garder des liens avec ces institutions. Nous assurons que l'intérêt de l'entreprise ne va pas dans le sens des intérêts de la communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Surtout quand on travaille avec du capital social, il faut faciliter la résolution des conflits que l'on peut trouver, et cela dans le sens de la continuité de l'entreprise. En conclusion, une politique publique est ce qui relie les personnes au territoire. Donc, ils doivent pouvoir avoir accès à leurs droits et ne pas menacer la démocratie. Et pour garantir qu'ils ont la bonne responsabilité, il faut les inclure dans tous les exercices d'identification des problèmes pour être d'accord sur les solutions à apporter. Notre rôle en tant que secteur privé, c'est de soutenir et faciliter le processus. Et vous devez comprendre que lorsque, dans un pays comme le nôtre, vous avez une jeune femme qui parle des droits,
qu'elle a, c'est très difficile parce qu'elle peut être étiquetée comme membre de la guérilla ou dangereuse pour la société. Donc, en tant qu'entreprise, il faut la soutenir, il faut ouvrir des portes. Et seule la communauté peut comprendre que cela répond à un processus qui doit avoir une institutionnalité avec le secteur privé. C'est un rôle très important et cela leur donne une assurance de la sécurité parce que il y a des avantages sociaux, mais également ça assure un environnement en toute sécurité dans ce leadership, surtout lorsque des barrières dans des pays comme le nôtre, où nous avons été affectés à tous les niveaux. Nous avons déjà 4000 jeunes qui ont été menacés et nous les aidons en Colombie. Cette année, nous avons plus 177 personnes qui étaient des leaders sociaux qui ont été tués. Donc, ça fait très peur, mais c'est très, très important que les jeunes soient encouragés pour se faire entendre et apporter le changement. Donc, je vous invite à responsabiliser les jeunes parce que c'est eux qui peuvent apporter des changements dans notre communauté. Merci. Merci, merci beaucoup, Maria Claudia. Et nous parler d'une entreprise qui s'engage à apporter la démocratie et le bon ordre. Voilà, nous allons continuer à discuter de cette question-là ce matin avec vous. Et puis maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur Arnaud Leroy, qui est le président de ADEME. C'est une agence de gestion de l'énergie en France. Je lui donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça va être un petit peu différent et je vais revenir à la discussion en Europe et surtout en France. Quelques commentaires en ce qui concerne ce que vous avez dit pour préciser également ce que c'est que ADEMA. ADEMA est un point central pour organiser la transition écologique dans notre pays, la mobilité, la question de l'alimentation durable, l'énergie, les déchets. On parle d'une économie qui est basée également sur des déchets qui sont des nouvelles ressources, le logement et la démocratie. La responsabilisation qui est très importante. Et si vous voulez vous lancer dans la transition, il faut responsabiliser les gens. Et vous avez mentionné également parce que dans des démocraties comme on en a en Europe, je pense qu'on a un certain nombre de points communs entre les Pays-Bas et la France. Il est important que l'entreprise soit un signe sur le territoire. Dans le nord de la France, on était une terre de mines et d'industrie. Les gens ont véritablement les stigmates du passé de leur territoire. Et lorsque vous avez l'approche T3 dont on parlera cet après-midi, c'est vrai que vous avez le passé. Alors, comment est-ce que vous allez traiter du passé avec la responsabilité des entreprises? Depuis des décennies, on a eu, par exemple, une grande industrie minière. Vous verrez que le paysage a été transformé par cette industrie. Donc, aujourd'hui, ou bien vous donnez confiance, vous faites confiance à ces gens, vous les aidez parfois sur la base d'un certain nombre d'économies. Il y a des gens qui ont été malades, qui ont été handicapés. On est loin des problèmes qu'on a en Colombie, en Amérique latine, mais nous avons la même situation lorsqu'on regarde des problèmes des mines, les questions de l'agriculture également, des grandes entreprises qui essayent
envie de produire en Amérique latine pour exporter dans le reste du monde. Ça aussi, c'est un problème qui peut se présenter très bientôt. Vous avez également à Groningen, le gaz a été un produit très important pour les Pays-Bas depuis des décennies. Et tout d'un coup, il y a le gaz naturel, il faut... Et on ne parle plus d'énergie avec des carburants ou des combustions. Donc, il y a le problème de l'extraction du gaz. Donc, on est véritablement à une pierre angulaire en Europe. La transition, la manière dont on doit construire les choses, il faut donner le pouvoir aux jeunes. Il faut également une volonté. Il y a des jeunes ici, des étudiants, j'imagine. Nous voyons quelque chose de très important là. Nous voyons qu'il y a, je ne vais pas dire des manifestations, mais des signatures, des pétitions qui sont en cours. Je ne connais pas le mot en anglais. Pétition. Pour dire, bon, nous sommes des ingénieurs ou nous sommes des étudiants en ingénierie et nous ne voulons pas ceci, cela, cela. Et on a toute une liste. Et ce n'est pas une petite question. Il y en a beaucoup, beaucoup de ces pétitions, beaucoup en France. Donc, est-ce qu'on va pouvoir véritablement recruter demain pour apporter un avenir aux entreprises? Parce que le capital humain, c'est très, très important, encore plus aujourd'hui où nous avons une grande concurrence au niveau des qualifications. Donc, toutes les entreprises essayent de faire face à ça. On dit, OK, on comprend le message et on veut faire partie de cela en apportant un message positif. Donc, nous discutons en France d'un nouvel élément, à savoir l'entreprise à mission qui assume socialement une responsabilité sociale, je dirais. Mais aujourd'hui, c'est véritablement un projet de loi qui donne une responsabilité à l'entreprise et un outil à l'État pour faire avancer les choses. Donc ça, c'est intéressant. On arrive à le faire parce qu'on est plus mûr en termes de démocratie et d'économie que dans d'autres pays du monde, ça c'est vrai. Mais la transition, eh bien, peut-être que chez vous, dans votre pays, ça va aller plus vite parce que il y a un certain nombre d'éléments, comme par exemple le gaz. Je ne veux pas vous faire peur, mais en France, on vient de voter pour répondre aux critères en 2050, c'est-à-dire plus d'émissions de carbone. Bon, donc, c'est l'organisation et l'occupation territoriale qui en dépend. Nous avons vu qu'il y a un certain nombre de défis en Europe et vous allez être confrontés tôt ou tard aux mêmes défis en Amérique latine. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment vous allez avoir la transition, parce que vous allez voir qu'avec une nouvelle économie sans carbone, vous allez avoir une nouvelle responsabilité, des responsabilités pour l'entreprise qui ont un rôle à jouer. Ils doivent prendre la responsabilité de trouver des solutions et il faudra promouvoir ces solutions, c'est-à-dire l'investissement en recherche et développement. Donc, c'est très, très important. Et là, nous jouons un rôle pour essayer de relier les start-up, les grandes entreprises et avec un financement de l'innovation par l'État, des milliards d'euros où on essaye de construire quelque chose dans le domaine technologique et autres. Donc, ces aspects de la transition, c'est très important. Donc, ce que je veux vous dire là, c'est très bien, très bien. Nous avons maintenant un moment où les entreprises, et on l'a déjà vu avec un certain nombre d'exemples, des gens
aux États-Unis, les grandes entreprises qui ont maintenant un mouvement et qui essayent de prendre leurs responsabilités pour le changement. Et je terminerai au niveau des aspects locaux, comme dans vos présentations à vous. Si vous voulez responsabiliser les gens et apporter des solutions aux gens, à la terre et aux citoyens, vous devez apporter quelque chose. Une vie économique sur votre territoire. Il faut partager. Nous nous avons un certain nombre de projets que nous finançons, comme le biogaz, les éoliennes, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont contre. Vous devez également avoir de nouveaux camions, par exemple, pour les déchets, par exemple. Donc, on veut se débarrasser des déchets, mais il faut bien avoir des camions et on est contre les camions. Et puis, bon, la question des éoliennes, là aussi, on en discute. Donc, les gens doivent accepter d'abord. Bon, il y en a qui sont contre les éoliennes en Europe. C'est un grand problème en France et en Allemagne. Il y a des tas de gens qui sont contre. Et puis, il faut la transition énergétique. Donc, les éoliennes sont un élément très important dans ce pays pour cela. Même si on n'en veut pas, bon, même comme ça, on aura du mal à arriver à nos objectifs pour arriver à atteindre les buts des accords internationaux. On a de la résistance, donc on doit trouver des solutions pour construire des éoliennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande aux gens, bon, d'accord, on va mettre 10 éoliennes là, ça va coûter autant. Nous vous offrons de le financer à 30%. Vous aurez l'argent parce que parce que ça permettra d'avoir une certaine richesse de la transition. Vous allez être actionnaire et partie prenante. Et ça nous aide vraiment à faire accepter les éoliennes. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons encourager et nous devons... C'est notre rôle, trouver les finances pour aller dans ce sens. Et il faut également que les gens suivent parce qu'ils ne veulent plus non plus de grandes infrastructures. Ils veulent une approche plus réduite. Bon, pas parce que petit, c'est « small is beautiful ». On en est là. Donc, nous devons, à mon avis, surfer sur cette possibilité, amener cette transition à l'économie et à la société avec un impact démocratique aussi. Et ce n'est pas facile parce qu'en Europe, on aura bientôt des élections. On a eu des élections au Parlement européen il y a quelques mois et nous voyons que la démocratie est encore très faible et on doit être très attentif à ce message. L'élément de la démocratie et de la transition, c'est absolument essentiel. Il y a un certain nombre de pays comme l'Australie, le Canada. Aujourd'hui, ils ont bientôt des élections, je crois, au Canada. Je crois qu'un grand point de la campagne, c'est la transition écologique, la question carbone. La taxe sur le carbone, etc. Nous avons eu ici, il y a quelques mois, quelques émeutes en ce qui concerne la taxe sur le carbone. Donc, toute cette transition écologique, on peut la promouvoir, on peut l'expliquer, mais lorsque on l'impose, c'est un tel changement radical qu'il faut être très prudent en matière d'approche démocratique. Et si vous n'expliquez pas, si vous ne partagez pas, si vous ne responsabilisez pas les gens dans cette chaîne, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir exprimé votre perspective dans le secteur public qui est un leader dans ce domaine. Donc maintenant, nous avons la perspective du gouvernement et nous allons encore changer et on va retourner en Équateur. Alors, je voudrais vous montrer, si on y arrive techniquement,
une vidéo sur YouTube. C'est une fondation en Équateur qui s'appelle Futuro, dans le domaine, c'est Pro Futuro, pardon, dans le domaine du tourisme notamment. Alors, si on est prêt, on peut avoir la vidéo. Nous avons tous une empreinte carbone à cause des activités humaines. Même si on n'est pas d'accord, leur voyage est un des grands contributeurs au changement climatique. Et pourtant, le voyage est encore une des formes qui permettent d'apprendre, de découvrir et de rêver. C'est un dilemme que tous les voyageurs doivent prendre en considération, mais il y a un autre moyen. Regardez la biorégion en Équateur, une biodiversité, elle est pour l'instant menacée en Équateur. Le Chocó est un site géographique qui combine la richesse des Andes et la richesse de la côte. Et c'est la combinaison de ces deux écosystèmes a permis d'avoir le Chocó équatorien, une écorégion qui représente beaucoup d'espèces et qui doivent être protégées. Le Chocó équatorien est menacé parce que même si ce n'est pas une population très dense, elle a toutes sortes de groupes. Et donc, la tentation de changer cet écosystème pour en faire quelque chose de productif est permanente. Et nous avons également la menace qui est le climat. Certaines parties de Chocó ont déjà donné des résultats extraordinaires. Vous voyez ici que, par exemple, vous avez des papillons parce que les choses ont été protégées. Ils sont revenus et nous nous occupons des papillons parce que nous savons que c'est si on s'occupe des papillons qu'on va pouvoir non seulement les protéger, mais également apprendre aux gens ce que c'est que ces papillons qui font partie de la nature de chez nous. L'histoire de Nixon nous aide à comprendre, mais il y a encore tellement plus de choses à prendre en compte. Par exemple, deux problèmes en même temps peuvent être résolus. Venez chez nous dans le touring métropolitain, dans notre combat pour régénérer la forêt. Et voilà donc le but. Le but, c'est d'étendre la réserve Chocó de 6 000 à 34 000 acres, ce qui représente à peu près 25 000 terrains de football. L'initiative a créé des corridors biologiques très importants pour la migration des espèces, pour avoir... il y a des endroits où on pourrait ne plus trouver d'avenir pour les espèces. Il faut encourager ce corridor où les gens vont participer, où la communauté est impliquée et où tout individu sait quelle est la base de l'écosystème. La base de l'écosystème va assurer la permanence des espèces. Et tout cela pour mesurer les émissions de carbone. Nous avons besoin d'une valeur monétaire pour calculer la compensation par rapport à l'empreinte carbone. Voilà tout ce que nous pouvons faire pour cette empreinte carbone. Et c'est une sorte de programme qui est bonne pour les gens, bonne pour la biodiversité et bonne pour l'avenir. C'est du voyage, mais c'est du voyage positif.
Nous avons choisi ce cas-là parce que c'est une société en Équateur qui a créé un système financier pour le changement climatique. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais demander à Carolina d'expliquer les choses. On a une petite vidéo là. Elle nous dit comment cela fonctionne avec l'aide d'entreprises et de la fondation que vous avez vue là, qui s'appelle Profuturo. Alors, est-ce qu'on peut nous passer la vidéo? Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que d'un point de vue, la façon dont nous travaillons de façon très descendante. Nous concevons des stratégies nationales et internationales, mais on travaille également en mode remontant, où on apporte notre soutien à des choses qui sont localement déjà implantées. Donc concrètement, nous travaillons sur les résultats dans des écarts et nous sommes d'une région avec le plus de biodiversité au monde, et donc nous avons beaucoup, ce qui veut dire un gros investissement pour une des entreprises qui a besoin d'être protégée en tant qu'investissement. Et dans l'écotourisme, en tant qu'entreprise de l'écotourisme, nous embauchons des gens localement, nous faisons des améliorations constantes dans nos processus pour être plus durables. On essaie d'acheter localement autant que faire se peut. Nous dynamisons l'activité économique locale dans notre zone, mais également quand nous avons réalisé que du fait du changement climatique, ce qui se passe, c'est que la plupart des zones protégées dans le monde sont en danger. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, les espèces migrent en dehors de ces zones du fait du changement climatique. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est que notre investissement n'est pas sécurisé, puisque si la forêt n'est pas protégée. Donc, la seule façon de s'assurer, c'est que d'un côté, il faut travailler sur des idées, avoir un corridor écologique en altitude pour que les espèces puissent migrer en toute sécurité. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Donc l'entreprise est responsable et font des efforts en interne pour réduire les émissions. Et les émissions qui ne peuvent pas être réduites sont compensées. Donc nous recevons ce financement. Nous avons le prix d'impact carbone entreprise et nous réinvestissons ça dans la conservation et la restauration autour de nos réserves et dans les corridors. Alors, ça veut dire que c'est un mécanisme financier, s'assurer que les terrains autour d'où nous sommes sont maintenus de façon durable. Donc, par exemple, on paye des gens qui possèdent des morceaux de forêt autour de chez nous plutôt que de faire de la déforestation. S'il y a des pratiques d'agriculture qui sont non éthiques, on travaille à la restauration de la zone et on change les pratiques vers un modèle d'agriculture écologique, mais qui soit plus durable. Merci beaucoup, Carolina. Je pense qu'elle nous suit en streaming, donc merci beaucoup à toi de cette vidéo et de ce partage. Et une entreprise qui prend le leadership pour protéger une grande partie de la biodiversité. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole pour vos commentaires, vos remarques, vos questions. N'hésitez pas à prendre le micro et vous exprimer. So maybe we can raise a question for
Alors, peut-être des questions, peut-être vous pouvez également apporter d'autres questions. La première idée qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que vous pensez des défis qu'ont les entreprises, des enjeux des entreprises dans vos territoires pour les changer? What do we think of the challenges? Well, we have lots of challenges because the territories have Je pense que les territoires ont tellement d'aspects à prendre en compte. Pour nous, nous avons beaucoup de choses qui se font dans l'éducation. Et spécifiquement, nous investissons dans l'éducation des professeurs et des directeurs d'école pour avoir des meilleures qualifications et avoir une meilleure qualité d'éducation dans la région. Je pense que c'est l'aspect le plus important pour aider ces entreprises à changer. C'est l'un des défis qu'on a pris en compte, l'un de nos enjeux. Nous avons le même débat en France, l'éducation, parce que vous avez posé des questions concernant les entreprises et je vais y revenir tout à l'heure, mais pour combiner et voir que où qu'on soit en termes de développement, il faut absolument former et reformer. Pour nous, c'est la transition. Il faut former les élèves, les étudiants, pas uniquement, on va dire, des gens qui font des études plutôt vertes, d'écologie. Il faut leur apprendre à tous ce que sera le monde de demain sur la base du changement climatique, la rareté des ressources, les problèmes potentiels d'alimentation. Il faut commencer à lancer des messages, non pas on pourrait bien sûr faire un tableau noir en disant « Ah, l'avenir est très sombre, mais c'est ça pour lequel on se bat. » Mais il faut se dire que le monde sera différent, quel que soit, qu'on soit sur les effets du climat, cette partie de l'Équateur. On a la même chose en Europe. Les Pays-Bas, il faut assumer le fait que dans 50 ans, vous aurez un niveau de la mer qui va augmenter, la façon dont on construit ça et qu'on gagne la démocratie. Ça, c'est l'approche holistique. Pour les entreprises, ce qu'on doit éviter, et je pense que c'est très intéressant d'en parler d'ailleurs maintenant, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. On ne peut pas continuer comme à l'heure actuelle, même si on compense. Et la compensation, c'est une approche, c'est un souci de riche. Et je suis sûr qu'on peut avoir des difficultés à l'avenir avec la compensation pure telle qu'on l'a fait aujourd'hui. On ne peut pas uniquement, par exemple, avec l'Équateur, les gens sont payés pour aller explorer. Donc, pour leurs vacances en Équateur, il faut trouver un moyen de protéger une zone où les gens viennent pour leurs loisirs. Ça commence à être compliqué à dire aux gens, vous ne pouvez pas vraiment vous développer parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier dans votre zone parce que c'est super et ils veulent le garder pour que ce soit bien joli. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. La compensation ne devrait pas être une façon pour que les riches puissent voyager, conduire des Tesla et manger bio. C'est pas ça. Il faut absolument faire il y a de l'argent. On a de l'argent en Europe, on a de l'argent en Amérique du Nord pour que les gens puissent avoir des super paysages pour le garder et prendre des photos. On sait en France parce que on est l'un des pays leaders du tourisme. On a le même débat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez une discussion en Amsterdam où la ville est pratiquement détruite par le tourisme? Mais c'est un point important de l'économie.
Donc, il y a des gens qui voyagent pour apprendre. Et bien sûr, il faut qu'on va ensemble. Mais il faut absolument... Il y a des effets secondaires. Pour les croisières, oui, ce qui s'est passé cet été avec... Vous prenez en considération que la compensation est la façon dont les riches dans le monde achètent le droit de voir des sites. Il faut faire attention parce que ça ne construit pas l'acceptabilité, ça crée un nouveau marché et il faut absolument faire attention à ça. Et je crois que l'aspect principal du greenwashing, si on veut restaurer la confiance et pour les citoyens et les entreprises, je crois que le greenwashing, c'est un élément qui est très spécifique et qui est très dangereux. Donc, si on fait moins de packaging ou des nouveaux packaging, mais qu'il n'est pas recyclable, qu'il n'est pas réutilisable, on ne connaît pas la composition, donc on ne peut pas le recycler, et que c'est un nouveau type de déchet, mais que ça a un label vert, on a des soucis. C'est pareil pour les nouvelles énergies et pour les nouveaux éléments. Donc, chose qui, en France, on voit le changement un gros changement. La consommation baisse. On n'est pas dans une discussion et le gouvernement ne pousse pas à ça. On ne pousse pas à la décroissance, mais on le voit dans notre consommation tous les jours. Les chiffres le montrent. Donc on a vu que les gens commencent à comprendre les changements. Et il faut éviter le fait qu'ils sont abusés par le greenwashing. Donc il faut que les labels soient clairs, des sanctions si les entreprises mentent à leurs clients. Et c'est grâce à ça qu'on aura la confiance. On pense souvent à l'innovation en termes de technologie, comme par exemple les startups et tout ça. Mais en fait, il y a un concept qui est l'innovation sociale, qui, en fait, c'est la façon dont on gouverne, la gouvernance, etc. Donc, comme les entreprises ont besoin d'avoir des processus, d'avoir une amélioration continue, le secteur public également. L'une des barrières au changement, c'est que le secteur public sont plus lents à s'adapter et parfois moins souples quand ils font des choses. Un exemple de cela, c'est qu'avec l'acquisition de terrain, l'un des plus gros impacts sur le territoire des projets, c'est l'expropriation et le relogement, et c'est souvent mal fait. Et c'est souvent un impact très important sur le mode de vie des gens localement. Donc l'un des besoins urgents pour les besoins à l'avenir, c'est de faire ça mieux. Si on pense aux objectifs de développement durable, le but, c'est d'améliorer le niveau d'accès aux services tels que l'eau, l'électricité, l'éducation, etc. Mais pour atteindre les objectifs de développement durable, beaucoup de changements devront être faits, surtout dans les pays en voie de développement, surtout l'impact pour l'acquisition de terrain. Donc, il est tout à fait impératif qu'on apprenne de façon que ce soit cohérent avec les droits humains et que ça n'empire pas les choses comme ça s'est fait par le passé. Donc, pour le secteur public, généralement, ils ont des chartes avec des prix de compensation très fixes qui ne sont pas en lien avec la réalité, avec l'expérience négative qu'on peut avoir. Par exemple, avoir une sensation d'attachement au territoire, ça fait partie de l'être humain. Donc, être exproprié et relogé, c'est un choc dans tous les aspects de la vie. Un choc multidimensionnel, comme c'est souvent décrit.
Donc, c'est très important. C'est la façon dont le secteur public gère la façon dont ils s'exproprient. Bien souvent, c'est l'expropriation, donc c'est un peu une expulsion forcée quand même. Donc c'est tout à fait démoralisant et ça affaiblit les gens qui sont expropriés. Donc c'est la façon dont il y a des entreprises et des projets dont les organisations publiques pensent, c'est que l'empathie est un concept analytique. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se passerait si ça vous arrivait à vous? Et utiliser l'empathie pour essayer de comprendre quels seraient les impacts pour vous. Et quel pourrait être l'impact de quelqu'un d'autre. Donc, pour promouvoir la notion et voir ce qui pourrait être pour les autres, pour essayer de comprendre les problèmes et la façon dont c'est fait. Donc les changements c'est quelque chose qui est très important à faire si on veut aller vers l'avenir. On a des commentaires, des réactions du public? J'ai une question pour Claudia. J'ai compris que dans votre entreprise, vous avez décidé de prendre en compte les besoins des jeunes et décidé de les aider à avoir voix au chapitre, ce qui est super. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que ça a pu changer? Comment ça a pu avoir un impact sur votre entreprise? Comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Et comment est-ce que vous avez changé votre modèle économique? Quand on parle des jeunes, on parle également de leur avenir. Donc, comment est-ce que vous prenez en compte ce développement durable et ces changements? Alors, ça a un impact parce que quand vous avez des jeunes qui construisent et qui travaillent pour la paix dans les territoires, c'est stratégique pour l'entreprise. Si vous avez des conflits sur un territoire, on ne peut pas vendre de gaz, on ne peut pas amener les salaires, on ne peut pas récupérer les abonnements, on ne peut pas avoir de déplacement entre les communautés. Donc, les jeunes ont davantage d'opportunités parce que nous les aidons également en termes d'entrepreneuriat, donc ils ont plus d'opportunités et ils doivent apprendre comment parler Ce qui s'est passé avec les services publics, on parlait de l'Afghanistan tout à l'heure, par exemple, le type de manifestation, c'est qu'ils ont un problème et ils vont bloquer les routes, ils vont arrêter l'entreprise, ou ils vont... Heureusement, en Colombie, on n'a pas eu d'attentat récemment, mais tout ça, ça se passe sur les territoires. Donc, ce qu'on leur apprend, c'est la façon de s'exprimer, d'exprimer ses besoins et comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des solutions sur le territoire. Ça nous aide, nous, mais ça aide également toutes les entreprises. Et quand j'ai commencé, j'ai dit que nous sommes une entreprise colombienne de la côte et nous sommes co-responsables de ce qui se passe dans l'entreprise. Nous avons 50 ans d'existence et sur les territoires et si on voit les analyses de marché, nous avons un accueil favorable de la communauté, mais dans la réalité, c'est dur. C'est la violence, les risques, et ce sont toutes les difficultés pour gérer toute entreprise, pour vivre de façon sécurisée et libre. On avait une autre question là-bas? Merci d'avoir partagé trois
perspectives très différentes de partager votre expertise. Ma question, beaucoup d'entre nous sont étudiants et étudiants étrangers de notre école de management. Et ma question était, étant donné que les étudiants veulent créer des interactions à valeur ajoutée, sur la base de votre expertise, votre expérience, quelles sont les actions concrètes, les discussions que vous aimeriez qu'on ait à la fois en France ou à l'international? Et quel autre conseil est-ce que vous nous conseillerez pour identifier des problématiques qui n'ont pas été encore évoquées? Bonne question, merci beaucoup. Je pense que les actions concrètes que vous pouvez mener, parce que c'est à vous qui seront en position bientôt de faire des actions, c'est ne regardez pas les règles des années 80, 90 et 2000. Je ne sais pas, vous êtes dans une école de commerce, donc vous avez des valeurs ajoutées, vous voulez un retour sur investissement, donc oubliez tout ça. Oubliez les chiffres. Oubliez 8, 10 ou 11. Allez pour 3 ou 4 ou 5. Et entrer la responsabilisation, tout ce partage, ces nouveaux mots qui n'étaient pas dans vos livres depuis des années. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut changer. C'est à vous c'est vous qui devez remettre en cause vos profs. Est-ce que cette recette fonctionne toujours dans le monde qui est neutre en carbone, un monde où il y a un changement climatique, où on regarde les chiffres qui sont donnés par l'IPCC ou le panel de la biodiversité? Ça, c'est ce que vous pouvez faire. C'est de vérifier, vous assurer que les anciennes recettes pour le monde qu'on doit fonctionner. Et il faut remettre en cause ce que on vous enseigne sur ces nouveaux éléments. Je pense que mon sentiment, je suis un ancien député. J'ai essayé de pousser pour le changement climatique. On a réussi en France en 2015. Mais il reste toujours nous sommes déjà en dehors de la trajectoire pour laquelle on a signé. Donc, tous ces segments, et vous êtes les nouveaux employés, les nouveaux collaborateurs de l'avenir. Vous ne pouvez pas accepter qu'on décide pour vous et vous ne pouvez pas accepter. Et ça, c'est concret. Il faut remettre en cause, est-ce que votre formation est valable pour le futur, l'avenir que vous allez construire. Je ne veux pas vous faire peur. Vous avez un avenir, mais il faut remettre en cause. Et honnêtement, quand on regarde l'innovation technologique, on a des entreprises mondiales. Qu'est-ce qu'on voit dans l'innovation? On ne voit pas l'innovation de rupture dans ces entreprises. On sait, par exemple, que ce n'est pas Monsanto ou Bayer qui vont amener des solutions pour la science des cultures. On sait que dans l'industrie pharmaceutique, Sanofi a décidé de fermer un certain nombre de laboratoires internes pour voir dans le monde des startups où est l'innovation. Et c'est la même chose pour vous aujourd'hui. N'attendez pas que ma génération, même si je sois l'un des plus jeunes, nous sommes une transition. C'est votre génération qui va créer les solutions, les nouveaux ingénieurs, le changement se passera beaucoup plus rapidement qu'on pense. Il y a on parle de 2030, 2040. Je pense que c'est dans les 20 ans qui viennent que l'Europe va changer. Et quand je regarde l'éducation, je pense qu'on ne prépare pas les gens. Il faut absolument vous remettre en cause. Vous posez les bonnes questions, vous n'aurez pas toutes les réponses aussitôt. C'est vrai. Mais le fait que nous essayons d'enseigner aux étudiants pour garder leur esprit critique, c'est quelque chose qui est très important. Donc ça, c'est une action concrète que je vous recommande. C'est de remettre en cause, questionner,
tout doit être repensé si on doit créer un nouveau monde où on parle de démocratie, de biodiversité, de croissance et tous ces différents aspects. Il faut absolument les repenser. Vous avez dit que vous êtes étranger, je peux vous dire, retournez dans vos pays. Peut-être vous êtes tenté de rester ici une année, travailler, avoir de l'expérience. Mais si vous me demandez ce que vous devez faire, quelle peut être votre voie, retournez dans votre pays. Et vous êtes frustré parce que dans ces régions, en tout cas en Colombie, si vous êtes dans ces régions, les jeunes parlent d'accès à l'éducation, d'accès à la santé. Ils demandent les droits humains de base, auxquels on ne pense même pas en Europe. Les jeunes demandent de l'eau, avoir accès à l'eau dans certaines de ces zones. Donc, ce que je dis, c'est ce que vous avez le privilège d'avoir cette éducation, c'est de retourner sur vos territoires et comprendre pourquoi les choses qui se passent en Europe ne se passent pas sur votre territoire. Et vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de corruption, il n'y a pas une démocratie structurée, et il faut commencer à travailler là-dessus. Parce que pour vous, ça va être facile à comprendre, mais dans beaucoup d'endroits de la communauté, on en est uniquement à résoudre des choses de base, comme avoir un salaire minimum. Et en Colombie, essayer de migrer des territoires. Donc, si les jeunes ne trouvent pas ces opportunités sur les territoires, rien ne va se passer. On a besoin que les jeunes restent. Et ça fait partie de notre boulot, de nos idées, de les aider à rester et travailler. Parce que ces territoires sont superbes. Beaucoup de ressources, beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais parce qu'ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas l'éducation pour le faire. C'est une bonne question. Moi, je suis le genre de personne qui... j'ai tendance à vous donner plus que ce qu'on me demande. Mais ce qui est le plus intéressant ici, je pense, plus important, c'est de maintenir son enthousiasme, son optimisme, sa motivation, mais dans le même temps, de ne pas sous-estimer la gravité du défi. Tout devient plus compliqué dans les solutions simplistes. En tant qu'universitaire, vous devez explorer la complexité. Et ce n'est jamais trop complexe quand on commence à décomposer les composants. Donc, méfiez-vous des solutions trop simplistes et gardez les motivations. Je vais vous raconter l'histoire du meilleur professeur qu'on a eu à l'université. Il nous a donné cours avec un journal. On était impressionnés. Son cours était optionnel et c'était toujours plein. Et un jour, on lui a demandé comment est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on est tellement engagé avec vous? Comment est-ce que vous avez réussi à prendre ces différentes histoires? Et il nous a dit que son père ne donnait jamais de cadeaux, mais il allait dans les endroits où les choses se passaient. Donc peut-être que ça peut être difficile ou facile, tout va dépendre de votre situation, où vous êtes, d'où vous venez, si vous êtes loin ou pas. C'est peut-être plus difficile. Mais essayez d'aller là où les choses se passent et parler aux gens et leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de la réalité. Ne restez pas dans vos propres idées, mais essayez de concevoir de nouvelles idées à partir de leurs témoignages. Et ça serait ma recommandation à vous. Nous avons le temps pour une dernière question. Peut-être d'autres expériences? Très bien. Donc, il me reste... Peut-être, est-ce que vous voulez faire une remarque, conclusion? C'est bon? C'est bon? On est bon? OK. Donc, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'apprendre ensemble avec ces panélistes et à vous sur le pouvoir des territoires pour changer les entreprises et vice-versa. Merci beaucoup et bon appétit.